Il riait de mon dossier, pensant que j'étais là pour mendier. Mais en voyant le sceau, le notaire a appelé la police. Il ne savait pas que mamie m'avait donné la clé de leur cellule. Mes parents ont éclaté de rire quand ils m'ont vu entrer dans l'étude du notaire, vêtu de mon tailleur gris strict, le visage fermé. Ils pensaient sincèrement que j'étais là pour mendier une part du gâteau, pour ramasser les miettes de l'héritage de ma grand-mère. Mon père, Amaury, a ajusté sa fausse Rolex en ricanant, tandis que ma mère, Bérénice, levait les yeux au ciel avec ce mépris théâtral qu'elle perfectionne depuis 30 ans. Ma sœur cadette, Félicie, était trop occupée à filmer sa tenue de deuil haute couture pour TikTok pour me saluer. Il ne se doutait pas une seconde que le dossier rouge posé sur mes genoux, scellé à la cire, ne contenait pas une demande d'aide, mais les preuves irréfutables qui allaient transformer leur rêve de richesse en un cauchemar carcéral. Le notaire allait bientôt entrer, et leur rire allait se figer dans leur gorge pour toujours. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle histoire de vengeance familiale qui va vous glacer le sang. Avant de découvrir ce que contenait ce mystérieux dossier rouge, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire aujourd'hui. Est-ce que vous êtes à Paris, à Montréal, à Bruxelles ou ailleurs? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, j'adore lire vos réponses. L'étude de Maître Cyprien était située dans un immeuble haussmannien du centre de Nantes. C'était un endroit conçu pour intimider, avec ses boiseries en chêne sombre, ses tapis persans épais qui étouffaient le bruit des pas et cette odeur persistante de cire d'abeille et de vieux papier. C'était l'odeur de l'argent ancien, celui qui se transmet de génération en génération dans le silence. Je me suis assise sur l'un des fauteuils en cuir, à l'écart de ma famille. J'ai posé mon cartable en cuir sur mes genoux, mes mains jointes par-dessus pour cacher leur léger tremblement. Ce n'était pas de la peur. C'était de l'adrénaline. L'adrénaline froide et calculatrice que je ressentais avant chaque audit financier majeur dans mon travail. En face de moi, le spectacle était pathétique. Amaury, mon père, portait un costume noir qui semblait coûter une fortune mais qui, si on regardait de près les coutures, trahissait son origine prête-à-porter bas de gamme. Il s'échinait à projeter l'image du patriarche endeuillé mais digne, un rôle qu'il jouait mal. Bérénice, ma mère, était une caricature de la bourgeoise nantaise. Elle portait un chapeau à voilette totalement inapproprié pour une simple lecture de testament, et elle passait son temps à vérifier son reflet dans l'écran de son téléphone. Quant à Félicie, ma sœur de 26 ans, l'enfant doré, la princesse de la famille, elle mâchait un chewing-gum avec une nonchalance étudiée. Elle tapotait frénétiquement sur son écran, probablement en train de répondre à ses abonnés qui lui présentaient leurs condoléances virtuelles pour une grand-mère qu'elle n'avait pas visitée depuis 2 ans. Tiens, a lancé Amaury, sa voix résonnant trop fort dans le silence feutré. Héloïse est descendue de sa tour d'ivoire parisienne. Le billet de TGV n'était pas trop cher pour tes finances? Je n'ai pas répondu. J'ai continué à fixer le tableau de chasse à courre accroché au mur. Laisse-la, chérie, a susurré Bérénice, mais assez fort pour que je l'entende. Elle espère sûrement que maman lui a laissé de quoi payer son loyer ce mois-ci. Tu sais bien que la vie à Paris est hors de prix pour les gens ordinaires. Félicie a pouffé de rire, sans lever les yeux de son téléphone. Grave. J'espère juste qu'elle ne va pas faire une scène si elle n'a rien. C'est gênant pour ma story. Le mépris. C'était la monnaie courante de notre famille. Ils pensaient que j'étais là pour demander. Ils pensaient que j'étais la fille prodigue, l'échec, celle qui comptait les centimes parce qu'elle n'avait pas l'ambition de la famille. Ils ne savaient pas que je gagnais 3 fois leur revenu combiné en tant qu'auditrice financière forensique. Ils ne savaient pas que mon silence n'était pas de la soumission, mais de la stratégie. J'ai caressé la couverture cartonnée du dossier rouge dans mon sac. Sous mes doigts, je pouvais sentir le relief du sceau de cire. Le sceau de la famille de ma grand-mère, utilisé uniquement pour les documents de la plus haute importance. La porte massive en chêne s'est ouverte. Maître Cyprien est entré. C'était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris fer et au visage grave. Il tenait dans ses mains une chemise bleu standard. Il avait l'air épuisé, comme un homme qui porte un secret trop lourd. Il nous a salués d'un hochement de tête professionnel, mais quand son regard a croisé le mien, j'ai vu une lueur imperceptible. Il savait que quelque chose clochait, mais il ignorait l'ampleur de la déflagration que je m'apprêtais à déclencher. Amaury s'est redressé, bombant le torse. Maître, nous sommes prêts. Essayons de faire vite, nous avons une réservation pour le déjeuner au manoir. Il était tellement sûr de lui. Tellement sûr que l'argent allait couler à flot d'ici midi.
J'ai pris une profonde inspiration. L'odeur de la cire d'abeille m'a rappelé la maison de ma grand-mère, et avec elle, la promesse que je lui avais faite. Non, papa. Tu n'iras pas déjeuner au manoir aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi une fille peut s'asseoir calmement dans une pièce en attendant de détruire ses parents, il faut remonter le temps. Il faut comprendre la comptabilité macabre de mon enfance. Dans la plupart des foyers, l'amour est inconditionnel. Chez nous, c'était une transaction. J'ai grandi avec un livre de comptes invisible au-dessus de ma tête. Je n'étais pas une enfant, j'étais un investissement à faible rendement. Amaury et Bérénice tenaient le score de chaque euro dépensé pour mon existence. Je me souviens de mes 12 ans. C'était un mardi pluvieux de novembre. J'avais emprunté un livre de géographie à la bibliothèque de l'école et, par malheur, ma gourde avait fui dans mon sac. Le livre était ruiné. L'école réclamait 15 € pour le remplacer. 15 €. Une somme dérisoire pour la plupart des gens, mais chez nous, c'était un crime financier. Je suis rentrée à la maison, le ventre noué, les mains tremblantes, pour avouer ma faute. Amaury ne m'a pas crié dessus. Il ne m'a pas frappé. Ce qu'il a fait était bien pire. Il a sorti son petit carnet noir de sa poche de chemise. Il a noté la date et le montant. Puis, il est monté dans ma chambre. Il est redescendu avec ma boîte à musique. C'était une petite boîte en bois marquetée, peinte à la main, qui jouait la vie en rose. C'était le seul cadeau que mamie Yvette m'avait offert pour mon 10e anniversaire, le seul objet qui m'appartenait vraiment et qui avait une valeur sentimentale. Le risque doit être couvert, Héloïse, a-t-il dit d'une voix calme, presque pédagogique. Tu as causé une perte de 15 €. J'ai vendu cette boîte au brocanteur du coin pour 20 €. Cela couvre le livre et l'essence que j'ai utilisé pour y aller. C'est une leçon de responsabilité. J'ai pleuré pendant des semaines. Pas pour le livre, mais pour la cruauté froide de l'échange. Il m'avait pris mon trésor non pas parce qu'il manquait d'argent, mais pour m'apprendre que je n'avais droit à rien qui ne puisse être liquidé pour couvrir mes dettes. Le contraste avec Félicie était si flagrant qu'il en devenait comique. 4 ans plus tard, Félicie, alors âgée de 16 ans et fraîchement titulaire de la conduite accompagnée, a embouti la voiture de papa contre le portail en essayant de se garer. Le pare-choc était détruit. Coût des réparations, 800 €. J'attendais l'apocalypse. J'attendais le carnet noir. Au lieu de cela, Amaury a pris Félicie dans ses bras alors qu'elle pleurnichait des larmes de crocodile. Ce n'est que de la tôle, ma princesse, a-t-il dit doucement. L'important, c'est que tu n'aies rien. On ne va pas gâcher ton week-end pour ça. Quand j'ai demandé, 6 mois plus tard, si je pouvais avoir un appareil dentaire parce que mes dents se chevauchaient et me faisaient mal, Bérénice m'a regardé comme si j'avais demandé un voyage sur la Lune. C'est purement esthétique, Héloïse. Et franchement, vu tes résultats en mathématiques cette année, je ne pense pas que ce soit un investissement judicieux. Apprends à sourire la bouche fermée, ça te donnera un air mystérieux. C'est ce jour-là que j'ai décidé de mon avenir. J'ai compris que dans ce monde, ce qui contrôle les chiffres contrôle le pouvoir. Je n'ai pas choisi de devenir auditrice financière par passion pour les tableurs Excel. Je l'ai choisi par instinct de survie. Je voulais comprendre les flux d'argent mieux qu'eux. Je voulais être capable de tracer chaque centime, de débusquer chaque mensonge caché derrière une colonne de chiffres. Je suis partie de la maison à 18 ans, le jour même de ma majorité. J'ai travaillé comme serveuse, j'ai fait du tutorat, j'ai vécu dans des chambres de bonne insalubre pour payer mes études. Je n'ai jamais demandé un centime. Et eux, ils ne m'ont jamais rien proposé. Mais ils observaient. Quand j'ai commencé à avoir du succès, quand j'ai décroché mon poste à la Défense, le ton a changé. Soudain, j'étais notre fille qui réussit à Paris. Mais je savais que ce n'était pas de la fierté. C'était de l'anticipation. Ils attendaient le retour sur investissement. Ils attendaient que je commence à payer les dividendes de mon existence. Sauf que j'avais un autre plan. Et ce plan commençait et finissait avec la seule personne qui m'avait jamais aimé sans condition, mamie Yvette. Mais je ne savais pas encore que pour la sauver, ou du moins pour sauver sa mémoire, je devrais utiliser toutes les compétences que j'avais acquises pour détruire ma propre famille. Si la maison de mes parents à Nantes était un temple du faux-semblant, la maison de mamie Yvette à Guérande était un sanctuaire de vérité. C'était une chaumière traditionnelle, aux murs de granit épais et au toit de chaume, posée à l'orée des marais salants. L'air y sentait l'iode, le sel et la fumée de bois.
Mamie Yvette n'était pas une grand-mère gâteau. C'était une femme de la terre, ou plutôt du sel. Elle avait les mains rugueuses, le dos un peu voûté par des années de labeur, et des yeux bleus perçants qui voyaient à travers les mensonges comme un laser à travers le verre. C'est là que je me réfugiais dès que je le pouvais. C'est là que j'ai appris que la valeur d'une chose ne se mesure pas à son étiquette de prix. Regarde tes parents, me disait-elle souvent en retournant ses galettes de sarrasin sur le biligue. Ils sont comme des tonneaux vides, Héloïse. Ils font beaucoup de bruit quand on tape dessus, mais il n'y a rien dedans. L'argent, pour eux, c'est un déguisement. Pour nous, c'est un outil. Ne deviens jamais esclave de l'apparence. Elle m'a appris à réparer une toiture après une tempête. Elle m'a appris à cultiver un potager. Elle m'a appris l'indépendance. Elle était riche, bien plus riche que mes parents ne le soupçonnaient, mais sa richesse était dans la terre, dans des placements sûrs et discrets, pas dans des voitures de luxe ou des sacs à main. Mais le temps est un voleur cruel. À 84 ans, la santé de mamie Yvette a commencé à décliner. Sa mémoire vacillait par moments. Elle oubliait où elle avait posé ses lunettes, elle répétait les mêmes histoires. C'est à ce moment-là que les vautours ont commencé à tourner. Pendant des années, Amaury et Bérénice trouvaient 1000 excuses pour ne pas venir la voir. C'est trop loin, 1 heure de route, ça sent le vieux, il n'y a pas de réseau pour Félicie. Mais dès que le médecin a prononcé le mot déclin cognitif léger, leur emploi du temps s'est miraculeusement libéré. Ils ont commencé à venir tous les week-ends. Mais ils ne venaient pas pour l'aider à jardiner ou pour écouter ses histoires. Ils venaient pour faire l'inventaire. Je les voyais. Je voyais Bérénice caresser les meubles anciens non pas avec affection, mais avec l'œil d'un commissaire-priseur évaluant une enchère. Je voyais Amaury fouiller dans les tiroirs du bureau sous prétexte de mettre de l'ordre dans la paperasse administrative. Je me souviens d'un dimanche particulier. J'étais dans la cuisine, en train de faire la vaisselle. J'ai entendu Amaury dans le salon. « Maman, tu sais, cette maison est devenue trop grande pour toi. L'entretien est un gouffre. On devrait penser à vendre, te trouver quelque chose de plus, moderne. Plus près de nous. On pourrait gérer ton argent, l'investir pour que tu aies une fin de vie confortable. » J'ai vu mamie se raidir sur son fauteuil. Je suis née dans cette maison, je mourrai dans cette maison, Amaury. Et mon argent est très bien là où il est. Amaury a soupiré, ce soupir exaspéré qu'il utilisait quand je demandais des fournitures scolaires. Tu es têtue, maman. On veut juste ton bien. Ton bien. C'est l'expression favorite des manipulateurs quand ils veulent s'emparer de ce qui vous appartient. Je suis intervenue ce jour-là. Je suis entrée dans le salon, les mains encore pleines de mousse. Elle a dit non, papa. Respecte ça. Il s'est tourné vers moi, les yeux plissés de colère. Toi, ne te mêle pas des conversations d'adultes. Tu ne connais rien à la gestion d'un patrimoine. C'était ironique, venant d'un homme qui vivait à crédit, adressé à une experte en audit financier. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste échangé un regard avec mamie. Elle m'a fait un petit clin d'œil imperceptible. Elle n'était pas aussi perdue qu'il le croyait. Pas encore. Je voudrais faire une pause ici et vous poser une question sincère. Si vous aviez été à ma place, voyant vos parents commencer à manipuler une grand-mère vulnérable pour son argent, qu'auriez-vous fait ? Auriez-vous confronté vos parents violemment au risque d'être bannis de la famille et de ne plus pouvoir voir votre grand-mère ? Ou auriez-vous, comme moi, choisi de jouer le jeu, d'observer et de rassembler des preuves en silence ? Dites-moi ce que vous auriez fait dans les commentaires. J'ai vraiment besoin de savoir si j'étais la seule à penser comme ça. Mais la situation allait empirer. Beaucoup plus vite que je ne l'avais imaginé. 6 mois avant la lecture du testament, le drame a frappé. Mamie Yvette a fait un petit AVC. Elle a survécu, mais elle est restée affaiblie, hospitalisée pendant plusieurs semaines avant de pouvoir espérer rentrer chez elle. C'était le signal que mes parents attendaient. La barrière était tombée. La gardienne du trésor était hors combat. L'hôpital est devenu leur scène de théâtre. Bérénice, qui n'avait jamais apporté un bol de soupe à sa propre mère, arrivait désormais chaque jour avec des bouquets de fleurs gigantesques. Elle passait des heures au chevet de mamie, non pas pour lui tenir la main, mais pour poster des photos sur Facebook. Si triste de voir notre matriarche souffrir. Nous sommes là, chaque jour, à veiller sur elle. La famille est tout ce qui compte. #dévouement #amour filial.
Les commentaires de ses amis pleuvaient. Quel courage, Bérénice, tu es une sainte, heureusement qu'elle vous a. J'avais envie de vomir. Un après-midi, je suis arrivée à l'hôpital à l'improviste. La porte de la chambre était entr'ouverte. J'ai entendu la voix aiguë de Félicie. Mais maman, regarde ces perles. C'est du vrai? Elles sont énormes. De toute façon, elle dort tout le temps, elle ne s'en rendra même pas compte si on les prend pour les mettre en sécurité. Ça serait dommage qu'une infirmière les vole, non? Chut, pas si fort, a répondu Bérénice. Tu as raison, c'est trop risqué de laisser ça ici. Prends le collier. On dira qu'on l'a mis au coffre si elle demande. Et ce sac Chanel vintage dans l'armoire, il prend la poussière. Il irait tellement bien avec tes chaussures pour ton shooting de demain. J'ai poussé la porte violemment. Félicie a sursauté, lâchant presque le collier de perles qu'elle était en train de détacher du cou de mamie endormie. Qu'est-ce que vous faites? Ai-je sifflé? Bérénice s'est interposée, lissant sa jupe avec une dignité feinte. Héloïse. Tu nous as fait peur. On ne t'attendait pas. On rangeait juste un peu. Ta grand-mère est si désordonnée. On sécurise ses biens. En les mettant dans le sac à main de Félicie? Oh, arrête ta paranoïa, a craché Félicie en remettant le collier, à contre-cœur, sur la table de nuit. Tu es toujours aussi jalouse. Je n'ai rien dit. J'ai juste sorti mon téléphone et pris une photo de la scène, le sac ouvert, le collier déplacé. Elles m'ont foudroyé du regard, mais elles n'ont rien dit. Elles savaient que je ne jouais pas. Mais le pire n'était pas le vol de bijoux. Le pire était ce qui se passait dans les coulisses financières. Amaury était étrangement absent de la chambre d'hôpital cet après-midi-là. Quand je l'ai appelé, il m'a dit qu'il était sur le chantier. Quel chantier? Ai-je demandé. La maison de maman, voyons. A-t-il répondu avec enthousiasme. Puisqu'elle va rentrer affaiblie, j'ai décidé de faire rénover toute la toiture et l'isolation. C'était une passoire thermique. Je supervise les travaux. C'est un gros chantier, très coûteux, mais rien n'est trop beau pour maman. J'ai raccroché, un nœud dans l'estomac. Mon père, supervisant des travaux? Lui qui ne savait pas changer une ampoule sans se plaindre? Le week-end suivant, j'ai profité d'un moment où ils étaient occupés à un déjeuner caritatif pour conduire jusqu'à Guérande. J'avais toujours mon double des clés. La maison était silencieuse et froide. J'ai levé les yeux vers le toit. Les mêmes tuiles couvertes de lichen. La même mousse verte. J'ai fait le tour de la maison. Aucune trace d'échafaudage. Aucune trace de matériaux de construction. Pas le moindre camion. Rien. Je suis entrée. L'intérieur était glacé. Le thermostat était réglé sur hors-gel. Si des travaux d'isolation étaient en cours, il y aurait des traces, de la poussière, des outils. Il n'y avait que le silence et la poussière de l'abandon. Sur la table de la cuisine, une pile de courriers non ouverts. Et au milieu, un prospectus brillant pour une entreprise, Rénove-toi 44, spécialiste rénovation et isolation. L'adresse était une boîte postale à Nantes. J'ai senti le sang battre dans mes tempes. Il n'y avait pas de travaux. Il n'y avait pas de rénovation. Il n'y avait qu'un mensonge gigantesque. Et si Amaury mentait sur les travaux, cela ne pouvait signifier qu'une chose, il avait trouvé un moyen d'accéder à l'argent de mamie pour payer ses travaux fantômes. J'ai sorti mon ordinateur portable de mon sac. J'ai posé mes mains sur le bois froid de la table de cuisine de ma grand-mère. C'était fini d'être la petite fille passive. L'auditrice financière venait d'entrer en scène. Dans mon métier, on dit souvent que les chiffres ne mentent pas, mais que les menteurs adorent les chiffres. Ils pensent pouvoir les manipuler, les cacher, les faire disparaître. Mais ils laissent toujours des traces. Une signature numérique, une incohérence temporelle, un virement qui ne colle pas. Mon travail consiste à trouver ces traces. J'ai commencé par Rénove-toi 44. J'ai accédé aux bases de données du registre du commerce et des sociétés. C'était un jeu d'enfant. L'entreprise avait été immatriculée il y a exactement 3 semaines. Le statut? Une SARL au capital de 1 euro. Le gérant? Un certain monsieur Kevin D, un nom que je ne connaissais pas, probablement un homme de paille. Mais l'adresse de contact secondaire?
C'était le numéro de portable professionnel de mon père. Bingo. Mais pour prouver le vol, il me fallait les relevés bancaires. Je n'avais pas procuration sur les comptes de mamie. Mais je savais où chercher. Mes parents étaient négligents. Ils se croyaient intouchables. Je suis retournée à Nantes le mardi suivant, prétextant vouloir récupérer des vieux cartons de livres dans le garage de mes parents. Ils m'ont laissé entrer avec dédain, trop occupés à préparer leur soirée au casino de la Baule. Fais vite, on doit partir à 18h, a aboyé Amaury. Dès qu'ils ont eu le dos tourné, je n'ai pas cherché des livres. Je suis allée directement vers la poubelle de recyclage jaune dans l'arrière-cuisine. Bérénice était maniaque sur le tri sélectif, mais stupide sur la sécurité des données. J'ai plongé mes mains gantées dans le papier. J'ai trouvé des enveloppes de la banque de mamie. Elles avaient été ouvertes, les relevés sortis, puis déchirées en 4 ou 5 morceaux grossiers. Pas de broyeuse. Trop d'efforts pour eux. J'ai fourré les morceaux de papier dans mon sac et je suis partie. De retour dans mon petit appartement parisien, j'ai passé la nuit à reconstituer le puzzle avec du ruban adhésif transparent. Ce que j'ai vu m'a fait froid dans le dos. Le compte épargne de mamie, celui qu'elle gardait pour les coups durs, était en train d'être siphonné. 12 octobre, virement vers Rénove-toi 44 à compte travaux, 15 000 € 25 octobre, virement vers Rénove-toi 44, matériaux toiture, 22 500 € 2 novembre, virement vers Rénove-toi 44, avance main d'œuvre, 18 000 € 15 novembre, retrait espèces, guichet, 2 000 € en moins de 2 mois, 142 000 € avaient disparu. J'ai regardé les chèques scannés joints au relevé. La signature en bas était Yvettel, mais elle était tremblante, hésitante. Pire encore, sur l'un des chèques, j'ai noté une légère marque d'enfoncement, comme si quelqu'un avait appuyé fort sur le stylo, ou peut-être guidé une main qui ne voulait pas, ou ne pouvait pas, écrire. J'ai superposé les dates. Le 2 novembre, jour du virement de 18 000 € pour main d'œuvre, Félicie avait posté une vidéo de haul déballage de luxe sur YouTube, un sac Dior, des chaussures Louboutin, et un week-end spa pour elle et maman. Coût estimé environ 18 000 €. La colère m'a envahi. Une colère froide, précise, méthodique. Ce n'était pas seulement du vol. C'était de l'abus de faiblesse sur une personne vulnérable. C'était criminel. Mais je savais que si j'allais voir la police maintenant, mes parents trouveraient une excuse. Ils diraient que mamie avait donné son accord verbal, qu'elle voulait les gâter avant de partir. Ils diraient que je suis la fille jalouse qui invente des histoires. Sans le témoignage de mamie, c'était ma parole contre la leur, et ils avaient le talent des manipulateurs pour se faire passer pour des victimes. J'avais besoin de mamie. J'avais besoin de savoir si elle savait. J'ai repris le train pour Nantes le lendemain soir. Je suis arrivée à l'hôpital à 21h, bien après les heures de visite. Je connaissais l'infirmière de nuit, une ancienne camarade de lycée. Je l'ai suppliée. Elle m'a laissé entrer pour 10 minutes. Mamie était éveillée. Elle regardait le plafond, petite et fragile dans ce grand lit blanc. Quand elle m'a vue, ses yeux se sont éclairés, puis assombris de peur. « Tu sais, n'est-ce pas » a-t-elle murmuré avant même que je ne parle. « Tu as vu les chiffres » J'ai pris sa main. Elle était froide. J'ai vu, mamie. Ils te volent. Ils ont créé une fausse entreprise. Une larme a coulé sur sa joue ridée. Je sais. Ils m'ont fait signer. Ils m'ont dit que c'était pour des papiers d'assurance. Mais j'ai vu le montant. J'ai essayé de retirer ma main, mais Amaury, il a serré mes doigts autour du stylo. Son propre fils, je vais aller à la police, ai-je dit en me levant. Je vais les arrêter. Non, a-t-elle dit avec une force surprenante, me serrant le poignet. Pas maintenant. Si tu fais ça maintenant, ils vont nier, ils vont traîner ça en longueur, ils vont m'épuiser. Je ne veux pas passer mes derniers jours dans un commissariat. Alors quoi? On les laisse faire? Mamie a tourné la tête vers sa table de nuit. Ouvre le tiroir. Au fond, sous les compresses. Il y a un petit ours en peluche. J'ai sorti l'ours. Il était vieux, usé. Dans le dos. Il y a une couture. Ouvre-la. J'ai tiré sur un fil qui dépassait. À l'intérieur du rembourrage, mes doigts ont touché du métal froid. Une petite clé. C'est la clé du coffre, a chuchoté mamie.
Pas celui du bureau. Celui sous la dalle du cellier, à la maison. Ton père ne l'a jamais trouvé car il a peur des araignées et ne descend jamais à la cave. Va là-bas. Prends le dossier rouge. Tout est dedans. J'ai tout noté. J'ai enregistré. Elle a dû reprendre son souffle, épuisée. Ne dis rien. Laisse-les croire qu'ils ont gagné. Laisse-les rire. Et le jour du testament, donne le dossier à maître Cyprien. Promets-moi, Héloïse. Promets-moi d'attendre le moment parfait. J'ai serré la clé dans ma main jusqu'à ce qu'elle m'entaille la peau. Je te le promets, mamie. Je suis sortie de l'hôpital comme une ombre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai conduit directement à Guérande. La maison était plongée dans l'obscurité. J'ai ouvert la porte avec précaution, bien que je sache que mes parents étaient à 50 kilomètres de là, probablement en train de dormir du sommeil des justes ou plutôt des riches impunis. Je suis descendue au cellier. L'odeur de terre battue et de vin vieux m'a accueillie. J'ai trouvé la dalle dont mamie m'avait parlé, celle sous l'étagère à confiture. J'ai dû utiliser un tournevis pour la soulever. En dessous, il y avait un petit coffre-fort ignifugé. La clé de l'ours en peluche a tourné dans la serrure avec un déclic satisfaisant. À l'intérieur, il n'y avait pas de lingots d'or, ni de bijoux. Il y avait quelque chose de bien plus dangereux pour mes parents. Il y avait un petit dictaphone numérique. Et il y avait le dossier rouge. J'ai sorti le dossier. Il était épais. Sur la couverture, un seau de cire rouge avec l'emblème de la famille de mamie, un vieux symbole breton. Et une note manuscrite collée dessus, pour maître Cyprien. À n'ouvrir qu'en cas de litige ou d'injustice flagrante. J'ai hésité, puis j'ai allumé le dictaphone. La voix de mon père a rempli la cave froide. Allez maman, signe. Arrête de faire ta difficile. C'est notre argent de toute façon, on ne fait qu'anticiper l'héritage. Tu n'en as plus besoin, tu vas mourir bientôt. Signe ou je jure que je ne paie plus ta chambre particulière et je te mets en salle commune. Puis la voix de ma mère, laisse tomber, Amaury, prends sa main. Voilà. Fais le gribouillis. C'est bon. On a le chèque. On peut réserver la croisière. J'ai éteint l'appareil. Mes mains tremblaient de rage. J'avais envie de vomir. Tu vas mourir bientôt. C'est ce qu'il avait dit à sa propre mère. J'ai mis le dictaphone dans le dossier. J'ai pris des photos de chaque page du journal intime de mamie qui se trouvait aussi dans le coffre, où elle décrivait jour après jour leurs visites, leurs pressions, leurs vols mesquins. Je suis rentrée à Paris au petit matin. Les semaines qui ont suivi ont été une torture. Mamie est décédée un mois plus tard. J'ai dû jouer le rôle de la petite fille en deuil mais distante, tandis que mes parents jouaient les veuves éplorées. L'enterrement a été le sommet de leur hypocrisie. Il pleuvait des cordes à Nantes ce jour-là. Amaury a lu un éloge funèbre qu'il avait probablement copié sur Internet, parlant de l'amour inconditionnel et du sacrifice. Bérénice pleurait dans un mouchoir en dentelle, s'assurant que tout le monde voyait bien sa douleur. Au cimetière, Félicie s'est approchée de moi. Elle portait le collier de perles. Celui qu'elle avait essayé de voler à l'hôpital. C'est mamie qui me l'a donné, a-t-elle menti sans ciller quand elle a vu mon regard. Elle a dit qu'il irait mieux sur un coup jeune. Lors de la réception après les funérailles, j'ai entendu Bérénice parler à une tante éloignée. Oh, Héloïse? Elle est là, dans un coin. Tu sais, elle est si froide. Elle n'a même pas pleuré. Je crois qu'elle est juste venue pour voir s'il y avait un chèque pour elle. C'est triste d'être aussi matérialiste à son âge. J'ai bu mon café noir. J'ai avalé l'insulte comme j'avais avalé toutes les autres depuis mon enfance. Profitez bien, ai-je pensé. Profitez de vos petits fours et de vos mensonges. C'est votre dernier repas en paix. Et maintenant, nous y voilà. De retour dans le bureau du notaire. Le moment que mamie avait orchestré. Maître Cyprien s'est assis derrière son bureau massif. Il a chaussé ses lunettes à demi-lune et a ouvert la chemise bleue qu'il tenait. C'était le testament officiel, celui déposé il y a 5 ans, avant que la démence et la cupidité ne s'en mêlent. Mesdames, monsieur, a-t-il commencé d'une voix monotone. Je vais procéder à la lecture des dernières volontés de Madame Yvettel. Il a lu les formalités d'usage. Puis il est arrivé à la répartition des biens.
À mon fils unique, Amaury, et à son épouse Bérénice, je lègue la propriété de Guérande ainsi que l'intégralité de mes comptes bancaires et portefeuilles d'actions, sous réserve des droits de succession en vigueur. Amaury a poussé un soupir de soulagement sonore. Il a tapoté la main de Bérénice. J'ai vu un sourire victorieux se dessiner sur leurs lèvres. Ils avaient gagné. La maison, l'argent, tout était à eux. Ils faisaient déjà le calcul mental de la valeur immobilière. À ma petite fille Félicie, a continué le notaire, je lègue l'intégralité de mes bijoux et effets personnels, afin qu'elle puisse briller comme elle a toujours souhaité. Félicie a fait un petit cri de joie étouffé. Yes! Je savais qu'elle m'aimait plus, a-t-elle chuchoté à sa mère. Puis, maître Cyprien a marqué une pause. Il a tourné la page. Il a semblé hésiter, mal à l'aise. Il a regardé par-dessus ses lunettes en ma direction. Concernant ma petite fille aînée, Héloïse. Le silence dans la pièce était total. On aurait pu entendre une mouche voler. Mes parents se sont tournés vers moi, leur visage affichant un mélange de curiosité et de moquerie anticipée. Je lègue la somme de 5 000 euros, 5 000 euros. Amaury a éclaté de rire. Un rire bref, aboyant. Bérénice a mis sa main devant sa bouche pour cacher un sourire cruel. Mais le notaire n'avait pas fini. Il y a un codicile manuscrit ajouté l'année dernière, a-t-il précisé. Je cite, « Cette somme devrait suffire à couvrir les frais de déplacement pour venir à mon enterrement, et peut-être acheter un livre sur la gratitude. C'est tout ce que je laisse à une enfant qui a choisi de s'éloigner de sa famille. » Je savais que ces mots n'étaient pas de mamie. C'était la dictée d'Amaury. C'était sa vengeance finale pour mon indépendance. C'est généreux de sa part, a ricané Félicie. 5 000 balles pour un billet de train, c'est rentable. Tu vas pouvoir t'acheter des nouvelles chaussures, Héloïse, celles-là font vraiment pitié. Amaury s'est penché vers moi, son visage rouge de satisfaction. Tu vois, ma fille. La loyauté paie. L'indifférence coûte cher. C'est la leçon finale. Tu peux partir maintenant si tu veux, on a des papiers à signer. Il riait. Ils se congratulaient. Ils étaient au sommet du monde. J'ai pris une lente inspiration. J'ai repensé à la main froide de mamie dans la mienne à l'hôpital. J'ai repensé à la boîte à musique vendue pour 20 euros. Je me suis levée. Je ne pars pas, ai-je dit. Ma voix était calme, mais elle a tranché l'air comme une lame de rasoir. Amaury a froncé les sourcils. Quoi? Ne sois pas mauvaise perdante. Prends ton chèque et va-t'en. J'ai ouvert mon cartable. J'ai sorti le dossier rouge. Je l'ai posé doucement sur le bureau en acajou de maître Cyprien. Le bruit lourd du dossier atterrissant sur le bois a fait taire les rires. Mamie Yvette m'a laissé autre chose, ai-je dit en regardant le notaire droit dans les yeux. Elle m'a dit de vous remettre ceci si, et seulement si, mes parents acceptaient le testament précédent sans montrer le moindre remords. J'ai pointé du doigt le sceau de cire rouge. Elle a dit que vous sauriez ce que signifie ce sceau, maître. Maître Cyprien a fixé le dossier comme s'il s'agissait d'une bombe à retardement. Et d'une certaine manière, c'en était une. Il a tendu une main hésitante vers le sceau de cire. Je l'ai vu reconnaître l'emblème. J'ai vu ses pupilles se dilater. Le protocole rouge, a-t-il murmuré pour lui-même. Je pensais qu'elle n'oserait jamais. Qu'est-ce que c'est que ça? A aboyé Amaury, sentant soudain que l'atmosphère avait changé. Un autre testament? Elle ne pouvait pas écrire, elle tremblait trop. Tout ce qui est là-dedans est faux. Maître Cyprien n'a pas répondu. Il a brisé le seau de cire. Le craquement sec a résonné comme un coup de feu. Il a ouvert le dossier. Il a lu la première page. C'était la lettre manuscrite de mamie, écrite des mois avant son AVC, quand elle était encore en pleine possession de ses moyens, authentifiée par un autre notaire dans une ville voisine pour éviter les fuites. La couleur a quitté le visage de maître Cyprien. Il est passé du rose de la bonne santé au gris cendré en l'espace de 10 secondes. Il a tourné la page. Il a vu les relevés bancaires reconstitués. Il a vu les photos du faux chantier. Il a vu la transcription des enregistrements audio. Ses mains ont commencé à trembler. Il a levé les yeux vers Amaury et Bérénice. Ce n'était plus le regard d'un notaire de famille bienveillant. C'était le regard d'un homme de loi face à un crime.
Monsieur et Madame L, a-t-il dit, sa voix étranglée. Je suspends immédiatement cette séance de lecture. Vous suspendez? A crié Bérénice. De quel droit? Nous sommes les héritiers. Plus maintenant, a dit Cyprien froidement. Il a appuyé sur un bouton de son interphone. Nicole? Appelez la gendarmerie. Demandez le service des fraudes financières. Et faites entrer le vigile. Personne ne sort de ce bureau. La gendarmerie? Amaury s'est levé, renversant sa chaise. Vous êtes fou. C'est cette petite garce qui a monté ça, n'est-ce pas? Héloïse. Qu'est-ce que tu as mis dans ce dossier? Des mensonges? Je suis restée assise, impassible. J'y ai mis la vérité, papa. J'y ai mis Rénove-toi 44. J'y ai mis les 142 000 euros. Et j'y ai mis ta voix, enregistrée le soir où tu as tordu les doigts de mamie pour lui faire signer ce chèque. Amaury s'est figé. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Bérénice a porté la main à sa gorge, agrippant son collier de perles. Félicie a cessé de mâcher son chewing-gum, ses yeux écarquillés passant de son père à moi. Ce dossier, a continué maître Cyprien en refermant la chemise rouge, contient des preuves prima facie de recel successoral, d'abus de faiblesse sur personnes vulnérables et de faux et usage de faux. Il s'est levé, dominant la pièce de toute sa hauteur. En droit français, le recel successoral est puni très sévèrement. Non seulement vous allez devoir restituer tout ce que vous avez volé, mais vous perdez automatiquement tout droit d'héritage sur les sommes détournées. Et compte tenu de l'ampleur de la fraude, je crains que vous ne perdiez bien plus que de l'argent. C'est un malentendu. A couiné Bérénice, les larmes, vraies, cette fois, commençant à couler. Amaury m'a dit que c'était légal. Il a dit que c'était une avance sur héritage. Tais-toi. A hurlé Amaury à sa femme. Tais-toi, espèce d'idiote. Le masque était tombé. La famille parfaite n'existait plus. Il ne restait que des rats se mordant entre eux alors que le navire coulait. Le vigile est entré. Monsieur, madame, veuillez vous asseoir et ne touchez à rien en attendant la police. J'ai regardé mon père. Il s'est effondré sur sa chaise, le visage enfoui dans ses mains. Tu as tout détruit, a-t-il murmuré à travers ses doigts. Tu as détruit ta propre famille pour de l'argent. Non, papa, ai-je répondu doucement. Je n'ai rien fait pour l'argent. J'ai 34 ans, je gagne ma vie. J'ai fait ça pour mamie. Et pour la petite fille de 12 ans à qui tu as volé une boîte à musique. On pourrait penser que l'histoire s'arrête là, avec l'arrivée de la police. Mais les narcissiques ne s'avouent jamais vaincus. Quand ils sont acculés, ils attaquent. C'est ce qu'on appelle le Darvaux, déni, nier, attaque, attaquer, et reverse victime end offendé, inverser la victime et le coupable. Les semaines qui ont suivi la lecture du testament ont été un enfer. Le procureur a ouvert une enquête, et tous les comptes de mes parents ont été gelés. Privés de leurs ressources, acculés par la honte dans leur cercle social nantais, ils sont devenus enragés. Ils ne pouvaient pas m'attaquer physiquement, alors ils ont attaqué ma réputation. Un matin, je suis arrivée à mon bureau à la Défense. Mon badge ne fonctionnait pas. L'agent de sécurité, habituellement souriant, m'a regardé avec gêne et m'a demandé de le suivre au RH. Mon directeur et la DRH m'attendaient. Ils avaient un dossier sur la table. Héloïse, nous avons reçu une plainte grave, a dit la DRH. Un courrier anonyme, mais très détaillé, nous accusant d'utiliser les ressources logicielles de l'entreprise pour fabriquer de faux documents bancaires afin d'extorquer de l'argent à ta famille. Il y a aussi des allégations selon lesquelles tu aurais manipulé ta grand-mère sénile. J'ai regardé les preuves. C'étaient des captures d'écran trafiquées, des montages grossiers que Félicie avait probablement faits sur Photoshop. C'est mon père, ai-je dit calmement. Il est sous le coup d'une enquête criminelle pour abus de faiblesse. Il essaie de me discréditer. C'est possible, a dit mon directeur. Mais Héloïse, nous sommes un cabinet d'audit. La probité est notre fonds de commerce. Tant que cette affaire n'est pas éclaircie, nous devons te mettre à pied. Je suis sortie de la tour avec mon carton d'affaires personnel, sous le choc. Ils avaient réussi à toucher ce que j'avais de plus précieux, mon intégrité professionnelle. En rentrant chez moi, j'ai ouvert TikTok. Félicie avait posté une vidéo.
Elle pleurait face caméra, sans maquillage, pour faire plus vrai. Ma sœur est un monstre. Elle a profité de la maladie d'Alzheimer de ma grand-mère pour lui faire signer de faux papiers. Elle veut nous mettre à la rue. Elle a toujours été jalouse de moi. S'il vous plaît, aidez-nous à payer nos avocats. On a ouvert une cagnotte. La vidéo avait 50 000 vues. Les commentaires étaient horribles. Quelle sorcière, courage à vous, la sœur mérite la prison. J'ai senti une vague de désespoir m'envahir. Ils étaient en train de gagner la bataille de l'opinion publique. Ils criaient plus fort que moi. J'ai failli craquer. J'ai failli appeler Amaury pour lui dire « D'accord, je retire ma plainte, laissez-moi juste mon travail. » Mais mon téléphone a sonné. C'était Maître Soline, l'avocate que j'avais engagée sur les conseils de Maître Cyprien. Une femme redoutable, surnommée le requin au barreau. « Héloïse ? J'ai vu la vidéo de ta sœur. Et j'ai su pour ton travail. Je n'en peux plus, Soline. Ils vont me détruire. » Non, a répondu Soline avec un petit rire sec. Ils viennent de nous donner l'arme fatale. En t'attaquant publiquement, en envoyant ce courrier à ton employeur, ils commettent un délit de dénonciation calomnieuse et de diffamation. Et surtout, ils montrent aux juges qu'ils n'ont aucun remords. Ils creusent leur propre tombe, Héloïse. Sèche tes larmes. On va contre-attaquer. Et on ne va pas faire de vidéo TikTok. On va utiliser la loi. Le procès a eu lieu 6 mois plus tard. L'ambiance dans la salle d'audience n'avait rien à voir avec le cirque des réseaux sociaux. Ici, il n'y avait pas de filtre, pas de like, pas de commentaires. Il n'y avait que des faits. Amaury et Bérénice étaient assis sur le banc des accusés. Ils avaient l'air vieillis, diminués. Leurs vêtements de luxe avaient été vendus pour payer leur avocat. Ils portaient des tenues grises, ternes. Félicie n'était pas venue. Elle avait migraine. L'avocat de mes parents a tenté de plaider l'incompréhension. Monsieur le juge, mes clients sont des enfants aimants qui ont simplement voulu gérer le patrimoine de leur mère de manière proactive. Il n'y a jamais eu d'intention de nuire. Les fonds ont été utilisés pour le train de vie de la famille, ce que Madame Yvette aurait voulu. C'est là que Maître Soline s'est levé. Monsieur le Président, l'amour filial ne s'exprime généralement pas par la création de sociétés écrans aux îles Vierges. Elle a projeté sur l'écran du tribunal les relevés GPS de la voiture d'Amaury que la police avait saisie. Voici la localisation de l'accusé le 25 octobre, jour où un virement de 22 500 € a été effectué pour des matériaux de toiture. Était-il chez un fournisseur de matériaux? Non. Le véhicule était stationné devant le casino Barrière de Deauville pendant 8 heures. Un murmure a parcouru la salle. Amaury a baissé la tête. Et voici les enregistrements audio, a continué Soline. Elle a appuyé sur lecture. La voix d'Amaury a résonné, cruelle et claire, elle ne s'en rendra même pas compte. Elle est gâteuse. J'ai vu Bérénice se mettre à pleurer silencieusement. Elle a regardé son mari avec une haine pure. C'était le moment où l'alliance se brisait. Le juge, un homme sévère aux lunettes cerclées d'écailles, a rendu son verdict après 1 heure de délibéré. Monsieur et Madame L, les preuves sont accablantes. Vous avez profité de la vulnérabilité de votre mère pour vous enrichir personnellement, tout en tentant de déshériter votre fille aînée par des manœuvres frauduleuses. Le juge a pris une grande inspiration. La Cour vous reconnaît coupable d'abus de faiblesse et de recel successoral. En conséquence, vous êtes condamné à restituer l'intégralité des 142 000 € détournés à la succession, avec intérêt. En application de l'article 778 du Code civil, vous êtes privé de toute part sur les biens recelés. Cela signifie que la somme détournée revient intégralement à l'autre héritière, Mademoiselle Héloïse. Vous êtes condamné à 18 mois de prison avec sursis et 50 000 € d'amende chacun. Vous devrez verser 20 000 € de dommages et intérêts à Mademoiselle Héloïse pour dénonciation calomnieuse et préjudice moral. Le marteau a frappé. C'était fini. Amaury s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient injectés de sang. Tu es contente? Tu nous as mis à la rue. On va devoir vendre la maison de Nantes pour payer tout ça. On n'a plus rien. On était parents. Je l'ai regardé, et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas vu un géant effrayant. J'ai vu un petit homme pathétique et cupide. Vous avez encore votre liberté, papa.
C'est plus que ce que vous vouliez laisser à mamie. La vente de la maison de mes parents a été rapide. Ils ont dû liquider 30 ans de vie bourgeoise pour payer leurs dettes judiciaires et me rembourser. Ils ont déménagé dans un petit appartement 2 pièces en banlieue. Félicie a dû trouver un vrai travail. Je crois qu'elle est vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter maintenant. Elle m'a bloqué sur tous les réseaux sociaux, ce qui est, honnêtement, le plus beau cadeau qu'elle pouvait me faire. Quant à moi, j'ai récupéré mon poste. Mon entreprise, après avoir vu le jugement, m'a présenté des excuses formelles et m'a promu. Ma réputation d'intégrité était désormais gravée dans le marbre judiciaire. Mais ma vraie victoire n'était pas là. Je suis retournée à Guérande un samedi matin de printemps. La maison de mamie m'appartenait désormais officiellement. J'ai garé ma voiture devant le portail en bois. J'ai engagé une vraie entreprise de couverture. Les échafaudages étaient déjà là. Le toit allait enfin être réparé. Je suis entrée dans la cuisine. Elle était vide, silencieuse, mais elle ne semblait plus triste. J'ai ouvert les volets. La lumière du soleil a inondé la pièce, faisant danser la poussière. J'ai ouvert le carton que le notaire m'avait remis après le procès. C'était le legs officiel du testament. Le service a été ébréché. J'ai sorti une tasse. Elle était fêlée, la peinture était passée. Pour mes parents, c'était un déchet. Pour moi, c'était le souvenir des chocolats chauds que mamie me préparait quand je revenais tremper des marais. J'ai lavé la tasse. J'ai fait bouillir de l'eau. J'ai mis un sachet de thé à la menthe. Je suis sortie m'asseoir sur le vieux banc en pierre devant la maison, face au marais salant qui scintillait sous le soleil. J'ai bu mon thé. Il avait le goût de la liberté. Mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. C'était Bérénice. Héloïse, on n'arrive pas à payer le chauffage ce mois-ci. Ton père est déprimé. On est ta famille. Tu as touché tout l'argent. Tu ne peux pas nous aider, juste un peu? Pour l'amour de Dieu. J'ai regardé le message. J'ai pensé à la boîte à musique vendue pour 20 €. J'ai pensé au livre de bibliothèque. J'ai pensé à mamie qu'il voulait mettre en salle commune. J'ai répondu, désolé. Mon budget aide familiale est déficitaire depuis 1998. Je ne peux pas couvrir ce risque. C'est une leçon de responsabilité. Puis j'ai bloqué le numéro. J'ai fini mon thé en écoutant le cri des mouettes. Je ne sais pas si je pardonnerai un jour. Probablement pas. Le pardon, c'est pour les erreurs. Ce qu'ils ont fait n'était pas une erreur, c'était un choix délibéré, répété chaque jour pendant des années. Mais je ne ressens plus de haine. La haine, c'est encore un lien. Et je n'ai plus de lien. Je suis juste, quitte. Le grand livre de comptes est enfin équilibré. Solde de tout compte. J'ai gardé la maison de Guérande. Je ne la vendrai jamais. C'est ici que je viendrai quand le monde des chiffres deviendra trop bruyant. C'est ici que je me souviendrai que la vraie valeur ne se trouve pas dans un compte en banque, mais dans la loyauté, dans le respect, et dans le courage de dire la vérité, même quand sa voix tremble. Voilà, c'était mon histoire. L'histoire de comment un simple dossier rouge a fait tomber un château de cartes familial. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette histoire vous a rappelé que la justice finit toujours par triompher, même si elle prend parfois des chemins détournés. Si vous avez aimé voir le karma frapper à la porte de mes parents, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines histoires de vengeance. J'ai une dernière question pour vous. Pensez-vous que j'ai été trop dur avec mon dernier message à ma mère? Est-ce que la famille mérite toujours une seconde chance, même après le pire? Dites-moi tout dans les commentaires, je lis chacun d'entre vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire.